inspirante. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je m'appelle Juliette Favre, je travaille comme directrice de projet stratégique aux opérations du groupe Essilor-Luxottica. Alors, j'ai commencé par une école d'ingénieur et pour faire cette école d'ingénieur, j'avais suivi à l'époque la voie un peu classique du baccalauréat C, j'avais fait une terminale C, donc c'était scientifique maintenant, et puis je ne savais pas trop ce que je voulais faire, alors pour me laisser le choix, je m'étais donné du temps et je m'étais dit pourquoi pas essayer la voie de l'ingénieur ça mène à tout, et effectivement ça m'a énormément plu puisqu'aujourd'hui c'est mon métier, c'est resté mon métier, mais on m'avait dit à l'époque, si tu sais pas ce que tu veux faire, c'est une boîte à outils pour te donner accès à plein de métiers, à plein de domaines différents, et j'étais très curieuse et je savais pas ce que je voulais faire, donc je me suis dit allons-y pour la voie de l'ingénieur. Donc je suis ingénieur en mécanique aujourd'hui. Alors en fait lorsque j'étais ingénieur, j'ai suivi une voie de spécialisation en fin de cycle d'études qui était mécanique et développement, et en fait ça menait à la recherche, et la recherche à l'époque j'étais pas très inspiré, je connaissais personne qui en faisait à part mes professeurs, et je voyais pas trop, enfin je me voyais pas être dans cette voie là, et par contre j'étais très attiré par le monde réel, le monde concret, la production, le terrain, et j'ai décidé de m'embarquer dans l'industrie. Et par hasard, j'ai commencé dans des usines de production, de grande consommation, et puis je me suis retrouvé, au fur et à mesure de mon parcours de carrière, à vouloir rentrer dans un secteur qui à la fois était innovant, qui avait du sens, parce qu'il apportait des solutions pour le bien-être des gens, et puis que je trouvais aussi intéressant parce qu'il avait des perspectives de croissance, et ce secteur c'est l'optique, donc j'ai rejoint Essilor International il y a déjà 21 ans. Alors mon parcours d'études, finalement il m'a apporté la capacité à m'adapter, à me dire, même si j'ai pas une connaissance dans un domaine où j'ai envie de travailler, je sais que je suis capable d'aller chercher cette connaissance et de me familiariser avec. Je ne cherche pas à être une experte, il y a des gens qui aiment bien l'expertise, moi j'aime bien être plutôt généraliste, mais mon parcours d'études m'a permis d'être curieuse, de savoir ouvrir une bibliothèque, de savoir chercher sur internet des informations que je n'ai pas, et finalement me dire que les choses sont possibles, et que même si je n'ai pas la qualification, même si je n'ai pas le bon diplôme au départ, je peux faire des tas de choses pourvu que j'ai envie et que je me donne les moyens de le faire. Donc il faut persévérer, se convaincre qu'on essaye avant de renoncer, et comme je vous l'ai dit, mon parcours c'était d'être ingénieur en mécanique, plutôt formé à la recherche. Je n'ai jamais fait de recherche de ma vie, par contre j'ai fait plein d'autres métiers qui ne sont pas en rapport avec mon diplôme d'origine, donc ça n'est pas grave. Les études, ça forme bien la tête et ça permet de s'ouvrir et ensuite se donner des capacités d'aller vers les vocations qu'on a envie dans lesquelles on a envie de travailler et de s'exprimer. Alors j'ai eu beaucoup de chance, je suis rentré ici à Créteil au centre d'innovation et de technologie, on m'a confié des projets d'installation de nouvelles usines, nouvelles capacités un petit peu partout en Europe, et de fil en aiguille, parce que ça se passait bien, parce que j'aimais ce que je faisais, parce que j'adorais mon métier, on m'a proposé d'être chef de projet nouveaux produits avec la recherche et développement, de lancer donc des produits de type des verres avec des propriétés nouvelles, avec des changements de couleurs, etc. Et comme ça se passait toujours bien, que j'avais dit que j'avais fait savoir à mes collègues que j'étais très intéressée par la carrière internationale, j'aimerais bien aller vivre un jour à l'étranger. Mes parents m'avaient inspiré parce qu'ils étaient allés même vivre en début de carrière à l'étranger. Je m'étais dit ça devrait être une super expérience. Je ne savais pas comment faire, mais un jour, à force d'en parler, un collègue que je ne connaissais pas m'a proposé est-ce que tu es intéressé pour prendre ma suite à Singapour? Je vais bientôt quitter mon poste, tu as ce qu'il faut, je te mets en contact. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Singapour après quelques années d'expérience. Et puis j'y ai passé 3 ans, passionnants, où j'ai pu
voyager un petit peu partout en Asie-Pacifique. J'étais très curieuse, j'adorais voyager, ça m'a mis en contact avec énormément de cultures, énormément de collègues, de métiers. Et puis je me suis donc retrouvée à développer des compétences sur des métiers que je ne connaissais pas. Et on m'a proposé ensuite, quelques années plus tard, de prendre une direction d'ingénierie, de département d'ingénierie, à laquelle je ne connaissais absolument rien, mais on avait vu que j'étais capable de manager et de m'adapter à d'autres cultures. Et on m'a confié une direction d'ingénierie à Bangkok, en Thaïlande, avec des équipes qui étaient thaïlandaises bien sûr, mais aussi chinoises, philippines, indiennes et mexicaines. Donc ça faisait un beau mélange culturel, et au milieu de tout ça, avec des personnalités et des cultures très différentes, eh bien j'ai travaillé à développer les équipes, et c'était ma première expérience de management d'équipe. Donc j'ai pas commencé avec des Français, mais j'ai commencé avec des Asiatiques et des Mexicains, et c'était passionnant. J'ai pas vu le temps passer, et puis un jour j'avais envie de changer de métier au bout de 3 ans. Et j'ai vu passer une annonce interne dans le groupe en me disant mais pourquoi pas moi. On proposait un poste de directrice industrielle pour une de nos divisions, celle qui fabrique les instruments qui permettent de dépister votre vision, donc vérifier si vous avez une bonne vision, faire la réfraction, c'est-à-dire donner l'ordonnance qui permet de dire quels sont vos besoins de correction visuelle, et puis qui permettent ensuite de tailler le verre pour le mettre dans la monture à la forme et à votre visage. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans là encore, c'était passionnant, c'était dans l'usine historique de l'Est de la France, pardon. Et j'ai travaillé avec cette division instruments pendant 3 ans, et ensuite j'ai basculé sur d'autres métiers opérationnels, plutôt liés à la technologie, aux nouvelles technologies. J'ai travaillé sur l'adaptation de notre industrie à ce qu'on appelle les technologies du futur, l'Internet des objets, donc les machines qui parlent entre elles et qui n'ont plus besoin de l'intervention humaine pour apprendre ensemble et s'améliorer. Donc ça, j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Et puis ensuite, depuis 2 ans, je travaille sur un programme zéro déchet qui vise à supprimer complètement nos déchets et à passer dans ce qu'on appelle une boucle circulaire, c'est-à-dire éviter de gaspiller les ressources, faire en sorte qu'elles puissent avoir une deuxième vie, une troisième vie, qu'on minimise l'impact environnemental et qu'on optimise au mieux l'usage des ressources pour la fabrication de nos produits. Moi, je partage ma journée donc entre ma fonction de directrice qui travaille sur des projets de développement durable, sur le zéro déchet, qui s'informe. Donc une journée type, c'est commencer par m'informer le matin dans les temps de transport ou le soir pour l'actualité, essayer d'être à l'écoute, en veille de ce qui se passe. Et puis ensuite, je vais balayer évidemment mes mails, mais j'ai souvent des réunions avec des tas de collègues dans le monde entier, avec des clients, avec des partenaires, avec des fournisseurs, des gens avec qui on travaille à l'extérieur. Mais j'ai aussi une deuxième casquette et une troisième casquette qui compliquent un peu mes journées, mais qui les rendent passionnantes. C'est que je préside l'association des actionnaires salariés du groupe. Et donc ça, c'est une activité en tant que telle, que vous connaissez en tant que bénévole. Et de par mes fonctions de présidente de l'association, je siège comme administratrice au conseil d'administration du groupe Essilor-Luxottica. Donc ça remplit bien mes journées. Là, après notre interview, je pense que j'aurai encore beaucoup de messages et de coups de fil à passer, y compris ce week-end, mais c'est pas grave, je trouve ça passionnant. C'est mon mandat, et puis c'est ma vocation aujourd'hui. Alors là, je pourrais en débattre et en discourir pendant des heures, on n'est pas au grand oral, donc je vous dirais qu'effectivement la place de la femme dans la société, c'est la place de l'humain dans la société, donc les femmes et les hommes, on vit tous ensemble, et c'est nous qui faisons avancer la société. Donc l'égalité me paraît une obligation évidente, et c'est celle qui va nous tirer tous ensemble vers le haut, mais aujourd'hui malheureusement c'est pas encore le cas, dans beaucoup de pays, mais aussi finalement dans certaines parties de la société, y compris en France. Donc il y a encore du travail. Aujourd'hui, dans les entreprises en particulier, moi je me réjouis déjà qu'il y ait eu cette loi Copé-Zimmermann qui à l'époque a été très décriée, mais aujourd'hui finalement on a accepté. Elle a permis, par un système de quotas très décrié, pour lequel j'étais contre au début, en me disant non, on n'a pas du tout envie de nommer des femmes parce qu'il y a un quota, on voudrait que ce soit pour la compétence, mais grâce à la loi et aux législateurs, on a pu montrer que les femmes étaient largement aussi compétentes dans les conseils d'administration. Maintenant, c'est plus une question, il y a une large proportion de femmes dans les conseils d'administration, et ça permet d'équilibrer aussi les débats et de faire en sorte qu'ils représentent mieux la société, qu'ils représentent mieux les intérêts de la société. Voilà, donc je pense que c'était très sain.
j'espère que ça continuera. Et aujourd'hui, on voit par exemple dans beaucoup d'entreprises des déséquilibres, soit aux fonctions managériales, soit de salaire, soit de parcours professionnel. Donc il y a encore beaucoup de travail. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous aide aussi beaucoup, par exemple dans mon entreprise, ce sont les réseaux féminins qui permettent de mettre un coup de projecteur sur ces inégalités et comment les dépasser. On fait beaucoup de formations, de sensibilisation au biais inconscient, aux stéréotypes, tout ce qui fait que femmes ou même dans d'autres questions de différence peuvent être biaisées et que dans une moyenne normalisée, quand vous êtes un peu différent, quelle que soit la nature de votre différence, la moyenne du groupe normalisé ne se rend pas compte qu'elle peut avoir des biais de comportement vis-à-vis de vous. Et que ça, il faut le combattre, parce que finalement, c'est la différence qui nous enrichit. Et plus on est nombreux à avoir des parcours, à avoir des origines, à avoir des convictions qui sont différentes ou des croyances qui sont différentes, plus nos échanges sont riches et apportent des choses mieux pour l'ensemble. Donc moi, ce sont mes convictions. C'est aujourd'hui, je travaille fermement convaincu, à titre personnel et bénévole, mais en plus, bien sûr, professionnellement, à combattre ces inégalités, à aider l'ensemble de la société à progresser. Et je pense que plus on sera nombreuses et nombreux à y travailler, plus on aura de chance de faire une société plus juste et plus égale au service de tout le monde. Disons que j'en ai pas souffert, mais c'est vrai que je me sentais, on va dire, isolée en début de carrière, parce que déjà dans l'école d'ingénieur, on était 10-15% de femmes seulement parmi la proportion d'hommes. Donc c'est vrai que ça, là encore, ça ne m'a pas compliqué les études, mais je pense que ça a formaté un petit peu aussi déjà la différence. Et ensuite, dans les débuts de mon parcours professionnel, je me rappelle, nous étions seulement 2 femmes sur 500 cadres dans la direction industrielle de mon entreprise à l'époque, pas besoin de la citer, mais les 2 femmes, du coup, on était vraiment les espèces de bêtes curieuses, donc on était reconnues comme très compétentes, il n'y avait pas de sujet, donc j'ai jamais souffert on n'a jamais pris de haut ou mal considéré, mais on était un petit peu à l'écart et un peu comme voilà, on ressentait cette différence, cette distance ou différence, on n'était pas forcément inclus dans toutes les conversations, et voilà, donc on a dépassé ça aujourd'hui, je pense. Je ne le ressens pas du tout dans mon entreprise, mais je pense qu'il y a encore, parce que c'est une très grande entreprise aussi, très mondialisée, il y a encore des tas d'endroits où il faut faire progresser ces stéréotypes, ces biens inconscients qui font que, même sans le vouloir, inconsciemment, les gens peuvent exclure dans leurs propos, dans leur façon de travailler, d'autres personnes, ou les traiter différemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup et qu'il faut le combattre. Voilà. Il faut avoir confiance, oser suivre ses rêves, ses inspirations, ses inclinations. On est souvent inspiré par un rôle modèle dans sa famille, dans ses proches, ou un professeur qu'on a bien apprécié en se disant tiens, j'ai envie de faire comme cette personne parce que je l'apprécie, ou que j'ai confiance en elle. Donc on est souvent très inspiré. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de se dire finalement j'ai une idée, j'ai une envie pendant mes études, où ma famille, mes profs vont peut-être me regarder bizarrement en disant c'est complètement farfelu, ça va jamais marcher, tu n'y arriveras pas, il n'y a pas de travail. Je crois que quand on est jeune, on a aussi la chance de pouvoir se dire il faut se projeter, on a encore beaucoup de temps pour essayer plein de choses, et c'est justement quand on est plus jeune qu'on peut se lancer et qu'on a le droit justement d'essayer des choses et que ça ne marche pas, et puis de réessayer. Mais il faut croire en soi, il faut se faire confiance, et puis il ne faut pas hésiter surtout à aller chercher des supports, des mentors, souvent on appelle ça, des gens qui sont bienveillants, qui vont vous aider, vous donner un coup de pouce, vous encourager, vous ouvrir des portes que vous n'auriez pas du fait de vos connexions personnelles, de votre milieu d'origine, social, etc. Si vous n'avez jamais eu d'ingénieur dans votre famille, ni de gens qui ont fait des études scientifiques, vous n'oserez peut-être pas le faire. Et si vous parlez avec quelques ingénieurs qui sont en activité, ils vont peut-être vous dire viens voir avec moi une journée qui se passe, et tu comprendras que voilà, c'est tout à fait accessible si tu suis le parcours. Voilà. Je pense qu'il faut se faire confiance, mais aussi s'autoriser à se dire je vais aller chercher de l'aide. Et puis il y a peut-être des gens qui vont dire non, et il y en aura beaucoup qui seront contents de pouvoir aider. Et je pense qu'il faut faire confiance aussi à la société. Je connais énormément de gens
qui aide aujourd'hui de manière associative tout un tas de jeunes à se lancer parce qu'ils ont envie et qu'ils ont, ils ont le courage de se lancer et de se donner les moyens de suivre leurs rêves et leurs envies. Moi, je trouve que c'est une initiative géniale parce que vous mettez en scène voilà, des parcours qui permettent justement d'inspirer, c'est vraiment le nom de votre association, qui permettent d'inspirer des jeunes, quels que soient leurs âges, leurs origines, leur parcours. Et vraiment, j'espère que ça va permettre à d'autres de s'ouvrir, de se lancer, de se dire et pourquoi pas moi. Et je pense qu'il y a tout un tas de gens dans l'histoire et aujourd'hui qui montrent la voie, qui se lancent. Eh ben, il ne faut pas se dire que ce sont tous des héros, des génies, des gens qui avaient un truc exceptionnel, c'est aussi des gens qui ont envie et qui ont persévéré. Et j'espère que cette vidéo, toutes les autres, tous les témoignages pourront vous inspirer, vous tous, à vous lancer aussi. Alors, il y a des grandes femmes, bien sûr, que tout le monde connaît. Simone Veil, Marie Curie, c'est la grande scientifique Marie Curie, sans laquelle, finalement, le radium, l'uranium, toute la science atomique n'aurait pas démarré. Son mari avait lui-même refusé d'aller chercher le Nobel parce que sa femme était exclue de la récompense et finalement ça a été décerné à tous les deux. Mais Marie Curie, pour moi, c'est un grand exemple. Simone Veil, parce qu'elle a un parcours incroyable et je ne vais pas vous en faire l'apologie ici, je pense que tout le monde connaît. Elle s'est battue pour les droits des femmes et elle a été extraordinaire. Et puis après, il y a tout un tas de gens, enfin je pourrais en citer beaucoup. Là, ce qui m'inspire récemment, c'est le parcours de cette jeune femme, Greta Thunberg, qui n'est pas encore majeure, je crois pas, et qui est capable de secouer les institutions, les gouvernements, et de dire réveillez-vous, moi j'ai pas envie de grandir dans un monde qui soit ruiné, donc c'est maintenant que ça se passe, c'est pas dans 50 ans. Et ça, c'est un exemple pour moi de gens très inspirants qui se lancent et qui trouvent des appuis pour faire bouger la société, pour faire bouger le monde et changer les choses en mieux.